Mort d'un homme après avoir été poignardé. Nouvel homicide à Marseille. Fusillade à la Kalachnikov. Un homme retrouvé mort dans les quartiers nord. Nous nous sommes malheureusement habitués à ces titres qui reviennent régulièrement dans la presse. À Marseille, nous avons appris à connaître les noms des bandes du narcobanditisme, dont les deux plus connus, le clan des Bengler, dit les Gitans, et le clan des Hamada, dit les Blacks. Ces noms vont par pair, ils sont attachés à un territoire. Quand un crime est annoncé dans la presse, après quelques semaines de silence, nous savons que d'autres vont tomber dans les prochains jours. Un meurtre appelle à la vengeance, aux représailles. Chaque clan défend son point de deal. C'est le début de ce qui est appelé les règlements de compte. Un terme froid, sans aucun sens. Une personne tuée n'est pas un chiffre que l'on aligne. Cette réalité touche les villes de la France entière, mais selon l'Office central de la lutte contre le crime organisé, le quart des règlements de compte se concentre sur Marseille. Au 9 décembre, l'agence France Presse comptabilisait 30 tués par balle et 3 par arme blanche dans le seul département des Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année. Nous ne sommes plus trop loin du record qui date de 2016, avec 31 victimes tuées par balle. Un clan intimide son adversaire en faisant feu sur un point de deal. Et ce sont les guetteurs, les choufs, au plus bas de l'échelle sociale du trafic, qui sont pris pour cible. Les tirs ne font parfois pas de distinction et abattent le gamin qui passait par là, la fille qui accompagne son copain. Les premiers articles dans la presse parlent de victimes, sans plus d'identification. À la rigueur, un prénom est mentionné. Beaucoup de ces morts resteront dans cet anonymat, sans avant ni après. Leur prénom reste accolé à un crime crapuleux. Les familles, de leur côté, sont déchirées par l'homicide. Elles affrontent les regards suspicieux, se heurtent au secret d'instruction. Et elles ont peur. Peur de croiser le meurtrier de leur fils, de leur fille, de leur neveu ou de leur nièce. Elles ne demandent jamais d'aide financière, mais seulement d'être reconnues comme victimes. Alors, aux médias vivants, nous avons voulu mieux connaître ces anonymes derrière les faits divers. Et ce soir, elles sont 3 à oser venir parler en public. Et je vous demande d'accueillir Atika Saïb, Laetitia Lidon et Nora Sbahi. Avec elles, nous allons redonner chair à celui ou celle qui est tombé sous les balles et apprendre dans le détail à quoi elles sont confrontées dans leur vie d'après. Bonsoir à toutes les 3. Alors Atika, comme Laetitia, comme Nora, n'avaient pas voulu que l'on s'entretienne chez elles. Elles ont préféré que l'on se rencontre d'abord dans un bar proche du Vieux-Port, un lieu neutre. Cela s'explique par des raisons de sécurité, par de la pudeur aussi. Toutes les 3 ne viennent pas de quartiers huppés de la ville. La première personne avec laquelle je vais m'entretenir m'amène à vous parler d'un quartier de Marseille, celui de la Belle de Mai. Quand on parle de trafic, de points de deal, on s'imagine des tours en béton austère. La réalité à la Belle de Mai est tout autre. S'il y a bien quelques immeubles, ce sont les maisons de 3 étages qui dominent. On n'est pas loin du centre-ville. Donc ici, le boulevard National, avec sa circulation, ses cafés, ses commerces. La rivalité entre les bandes y fait pourtant des ravages. De la mi-septembre à la mi-octobre, 5 personnes ont été tuées. C'est pourtant un quartier banal. À 50 mètres du boulevard National, le 11 octobre 2020, vers 22 h, un véhicule s'engage dans l'impasse Jolimanon.
Cette impasse débouche sur le Moulin de Mai, qui est un des principaux points d'île du 3e arrondissement. Le véhicule est pris pour cible par des rafales de balles de calibre 9 mm. À l'arrière, Ambre, 17 ans, et Sarah, 19 ans. Les deux femmes sont blessées. Sarah succombera à ses blessures quelques heures plus tard. Sarah est une victime collatérale. Nous allons discuter de Sarah, puis aussi des conséquences que cela a pu avoir pour sa famille avec sa tante, Atika Saïb. Atika, est-ce que tu peux d'abord nous raconter qui était Sarah? Alors Sarah était une jeune fille comme toutes les autres jeunes filles de 19 ans qui avait la joie de vivre, qui était étudiante. Sarah est la fille de mon frère et au jour d'aujourd'hui, elle n'est plus là, on nous l'a enlevée. Est-ce que vous vous rappelez le jour de son décès et comment vous avez appris sa mort? Finalement, c'est juste un appel de ma mère qui me disait qu'il s'était passé quelque chose, mais pas plus d'informations, et que mon frère, justement, recherchait Sarah. Elle me dit juste, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il est parti vers la Belle de Mai. Donc, je prends ma voiture. Donc, j'ai essayé de faire un tour sur la Belle de Mai et je n'ai pas trouvé mon frère. Et entre-temps, j'ai dit à ma fille, quand j'étais en train de conduire, j'ai dit, regarde les faits divers parce que ce n'est pas possible. Comme on sait qu'en général, on apprend les nouvelles par les journaux. Et elle me dit, effectivement, maman, apparemment, une jeune fille s'est fait tirer dessus. Donc, au même moment, on arrive à l'hôpital. Je vois la maman de Sarah, je vois mon frère. Et je ne comprends pas, on me dit, on lui a tiré dessus, on lui a tiré dessus. On voulait comprendre. Donc, les policiers ne voulaient pas nous informer. Et quand je vois le médecin qui me dit, en fait, moi, je peux juste vous expliquer à partir du moment où Sarah est rentrée aux urgences. Donc, qu'elle a été atteinte par des balles, notamment celle à la tête qui lui a été fatale. Et il nous expliquait que Sarah était en état de mort cérébrale. Donc, vous avez appris que Sarah était à ce moment-là blessée par les médias, pas par les services de police? Ah non, pas du tout. Quand je leur ai demandé une explication parce qu'ils étaient sur place, on m'a dit que c'était le secret de l'enquête et que pour l'instant, ils ne pouvaient rien nous dire. Mais où j'étais un peu contrariée, j'ai dit, mais vous imaginez, et je leur montre l'article de presse et je leur dis, mais vous imaginez que les médias sont plus au courant que nous, et de l'apprendre de cette manière, c'est d'une violence inimaginable. Et ensuite, comment vous avez vécu l'enquête? Est-ce que vous aviez des informations les jours suivants? On ne nous a donné aucune information, donc on essayait de chercher à droite, à gauche, et on nous disait qu'il fallait faire attention parce qu'on pouvait faire obstruction si on apprenait quoi que ce soit. Et donc voilà, même malgré toutes nos recherches, aucune information, et jusqu'à présent, tout ce qu'on a comme information, on l'apprend par la presse. Les assassins de votre nièce ont été arrêtés début octobre. Qu'on a appris aussi par la presse. Ouais. Soit 2 ans après les faits. Juste quelques jours avant les 2 ans. Et est-ce que pour vous, ça a été vécu comme un soulagement? Est-ce que ça a apporté des réponses? La chose qu'il faut comprendre, même si la justice, bien sûr, les punira, ils auront peut-être une peine, mais ça nous rendra pas Sarah. Voilà. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'expose. Et je veux juste faire passer que ça n'arrive pas qu'aux autres. Sarah, ça a été une victime par ricochet. Et c'est très important de le savoir. Et il faut vraiment que ce phénomène cesse. Parce que même si des enfants, au jour d'aujourd'hui, sont touchés par les trafics, je pense qu'il faut qu'on fasse un travail, et c'est tous ensemble que je dis, il faut que tout le monde se lève, parce qu'aujourd'hui, ça a été ma nièce, hier, ça a été le neveu de Laetitia, et le neveu de Laetitia, quand même, avait 14 ans. 14 ans, on ne peut pas... Voilà, c'est très difficile de... Puis il y avait aussi les médias. Alors c'est vrai que la médiatisation, ça a été très préjudiciable pour nous, parce qu'on a eu vraiment... c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de compassion, mais il y a eu beaucoup aussi de commentaires négatifs.
Et derrière, il y a des familles, parce qu'on est brisé. On est brisé, c'est toute une famille qui est brisée. Faut pas croire, il n'y a pas que le père, la mère, c'est toute une famille qui est brisée. Et pour se reconstruire, c'est très difficile. Je voulais aussi vous demander, donc, dans le véhicule, à l'arrière, il y avait Sarah, il y avait aussi Ambre. Est-ce que vous avez des nouvelles de Ambre et comment elle se porte aujourd'hui, qui, elle, a survécu? Elle a fait beaucoup de tentatives de suicide. Elle a un sentiment de culpabilité. Je suis vivante et Sarah, elle n'est plus là. C'est pas normal. Elle va devenir quoi, cette petite? Vous imaginez un peu vivre avec cette culpabilité. Elle est au début de sa vie et en fait, déjà, elle est détruite. Merci, Atika. Merci à vous. Les victimes sont de plus en plus jeunes. Selon le parquet de Marseille, cité par Le Monde, l'âge moyen des personnes tuées lors des règlements de compte est de 25 ans. Le 18 août 2021, un assassinat a créé l'émoi. Ryan est tué, il avait 14 ans. C'était au Marronnier, une cité au nord de Marseille reconnaissable par cette haute tour d'une quinzaine d'étages. On y monte ou on y descend au Marronnier. 2 rues en sens unique y mènent. À l'arrivée, des canapés éventrés, des poubelles renversées jonchent le sol. Les voitures sont obligées de ralentir puis slalom au passage de ce qui ressemble à un checkpoint. Les entrées et les sorties sont surveillées. Il est environ 22 h ce jour-là quand Ryan descend acheter des sandwichs, se souvient sa tante. Un scooter déboule. Le passager descend et fait feu au fusil d'assaut. 3 enfants sont blessés, sont âgés de 8 à 14 ans. Ryan, lui, n'a pas pu se mettre à l'abri. Nous allons revenir sur cette histoire avec Laetitia Lénon, qui est la tante de Ryan. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, là, c'est une photo de Ryan avec un floutage que tu as choisi. Un floutage parce que sa maman ne veut pas qu'on diffuse sa photo. Il était connu dans le quartier pour ses coupes et sa couleur de cheveux. Pour ses couleurs de cheveux assez atypiques, ouais. Est-ce que tu peux un peu me le présenter? Alors Ryan, c'était un minot de 14 ans qui aimait la vie. Tout le monde le connaissait dans le quartier. Et, il avait un sale caractère, faut le dire. Il adorait les motos, les scooters. C'était vraiment sa passion. Il était hyper actif, mais très intelligent. Lui, ce qu'il voulait, c'était devenir ambulancier. On ne lui aura pas laissé le temps de faire ce qu'il aurait envie de faire. À la suite du décès de Ryan, vous m'avez dit on nous a traités comme des coupables. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, en fait, ce qui se passe dans les quartiers, mais ça malheureusement on l'apprend que quand ça nous arrive, quand il y a un assassinat, moi je préfère dire le mot assassinat parce que pour moi, règlement de compte, ça englobe déjà tout ce qui est stup, même si on sait que ça en résulte. Mais pour le cas par exemple de Ryan, mais il n'était pas dans les stupes, donc le mot règlement de compte ne me convient pas. Quand un petit d'origine maghrébine ou noire, et c'est pas du racisme, je suis métissée, ma mère est blonde aux yeux bleus, décède dans des circonstances comme celle-là, on le met de suite du côté des le petit, quel que soit l'âge, même adulte, et dans les stupes, voilà. Parce que nous, quand donc Ryan est décédé le mercredi, dans la nuit, donc sur les chaînes locales pseudo-info, on pouvait lire un jeune de 14 ans avec un passé judiciaire, pas scolarisé, enfin, je veux dire, comme le disait tout à l'heure Atika, donc déjà c'est violent. Par les réseaux sociaux aussi? Ah, les réseaux. Ah, les réseaux, j'ai même vu de mes propres yeux encore un Suédois, un de moins. Moi, je sais que ma maman, qui a plus de 70 ans, elle était à l'affût du moindre commentaire, de la moindre image, et elle n'en mangeait pas, elle n'en dormait pas, quoi. Je veux dire, ça l'a rongée de l'intérieur de savoir qu'au-delà de la mort du petit, qu'on salissait la mémoire de Ryan, quoi. C'est immonde, voilà, c'est immonde. Mais bon, on peut rien y faire. Le droit à l'oubli ne s'applique pas pour les morts. L'affaire de Ryan, par son jeune âge, du coup, était très médiatisée. Il y a eu aussi une politisation de l'affaire. Emmanuel Macron a évoqué Ryan lors d'un discours, c'était au Faro, le 2 septembre 2021. On va écouter cette déclaration.
Nous avons tous été bouleversés quand un jeune garçon de 14 ans a été abattu. Et évidemment, la réponse est sécuritaire. Mais la réponse, elle est aussi éducative et familiale. Parce que ce qui est insupportable, c'est qu'un jeune garçon de 14 ans se retrouve hors de l'école à faire ce qu'il était en train de faire. Et donc c'est aussi à travers une telle réponse que nous aurons une solution durable pour la sécurité, mais surtout pour que nos enfants aient le même droit de s'émanciper et d'apprendre partout. Comment avez-vous réagi face à cette déclaration? Très mal. Très mal, parce que même s'il ne dit pas explicitement que Ryan était lié au trafic, quand on dit qu'il était hors de l'école, alors déjà le 18 août, ben oui, il est hors de l'école, c'est les vacances scolaires. Ben après, je pense que monsieur qui n'a peut-être pas d'enfant n'est peut-être pas au courant. Enfin, on a été sous le choc avec ma famille, on a envoyé des mails à l'Élysée. Ça fait peut-être 7-8 mails que j'envoie, j'ai jamais eu de réponse pour avoir un démenti. On s'est dit, bon, excusez-moi l'expression, il a raconté de la merde, mais à un moment, il a peut-être de mauvaises informations, mais il va revenir sur ça. Ben, on est en 2022, j'attends toujours. Voilà. Et les dernières nouvelles que vous avez de l'enquête, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu? L'enquête est toujours en cours. Les présumés assassins n'ont toujours pas été arrêtés. Nous, quand on a su, par rapport à l'avocat, parce qu'on est tous partie civile, qu'on avait un accès limité, mais accès quand même à la crime qui s'occupait de l'enquête, j'ai pas attendu ni un ni deux, je les ai harcelés. Donc ça a été compliqué parce que normalement, ils sont censés vous donner même leur nom hein, quand vous les appelez. Ils ne peuvent pas vous donner d'infos parce que dès que vous posez une question, on vous dit c'est en cours d'instruction, on ne peut pas vous en dire plus hein, pour pas gêner l'enquête ou faire obstruction. Mais moi, ça a mis presque 6 mois pour avoir un prénom. J'ai toujours pas de nom, j'ai un prénom d'une dame qui s'occupe de l'enquête de Ryan. Il a fallu que je la harcèle toutes les semaines, que j'appelle tous les services pour qu'on puisse me rappeler. Après, on sait tous que c'est des enquêtes qui sont longues, qui sont difficiles. On sait tous que la police, elle a un manque de moyens aussi. Hein. On est dans l'attente. On est dans l'attente. Le lendemain de la mort de Ryan, les réseaux étaient toujours sur place. Donc quand vous prenez ça en pleine tête et que vous arrivez dans le quartier et que vous les voyez dealer, alors que même si je sais que c'est des enfants, hein, je suis maman, hein, mais que vous vous dites le petit il est mort, même si c'est pas à cause d'eux, mais vous les liez à sa mort et que vous voyez que ça continue de plus belle, ben en fait non, on n'acceptait pas. Ils ont eu peur après la mort de Ryan. Donc si vous voulez, les 2 entrées, il y en a une qui était complètement bloquée, parce qu'en fait, ils voulaient contrôler réellement le quartier, donc laisser qu'une entrée apparente, pour les flics aussi, hein, je pense. Et pour le coup, on n'avait pas le choix. On était obligé de passer par une entrée. Et ils voulaient nous faire passer par l'entrée où était mort Ryan. Donc chose impossible pour notre famille. Je dirais, il y avait encore la tache de sang de Ryan, quoi. Enfin, c'était clairement pas possible. Et puis j'estime qu'à 40 balais, un gamin de 14 ans qui me dit « Toi, tu passes pas par là, tu passes par là. » Non, en fait, Mino, je paye 900 balles de loyer. Tu n'as pas à me dire par où passer, quoi. Donc c'est parti au clash. C'est parti au clash et donc on a dû partir, quoi. Et cette colère, aujourd'hui, qui a existé à un moment, est-ce qu'elle s'en va ou est-ce qu'elle elle est toujours là. C'était pas mon fils, c'était mon neveu. Donc oui, j'ai perdu un neveu, officiellement, mais officieusement, j'ai enterré un fils, quoi. Donc non, la colère, je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à pardonner, qui arrivent à vivre avec en disant le pardon, il faut pardonner pour vivre mieux. Moi, non. Moi, je ne suis pas de ces personnes, non. J'accepte pas et j'accepterai jamais, non. On lui a ôté la vie, donc non, j'accepte pas. Merci Laetitia. Merci à vous.